Au cours du congrès de l'ESC 2024, on a publié un document particulièrement important sur le syndrome coronarien chronique, avec une particularité et un point fondamental, c'est que ces recommandations mettent au premier plan le patient. Non, tout à fait. Alors déjà, en préambule, je tiens à préciser que j'ai été très honoré de pouvoir représenter la France et le GACI dans ces recommandations, et donc de participer finalement à une proposition de prise en charge. C'est à ça que servent les recommandations. Et effectivement, tu fais très bien d'insister sur le fait que le fil rouge, un des fils rouges de ces recommandations, c'est bien d'insister sur le fait que le patient est au centre du processus d'accompagnement du patient et que les éventuelles décisions qui sont prises doivent être prises avec le patient, mais ce ne sont pas des jugements ou des sentences qui sont assénées au patient et qu'il faut impliquer le patient dans le processus de traitement et le processus décisionnel. Et donc c'est un fil rouge de l'ensemble du document. Alors il y a un point qui m'est apparu particulièrement important, c'est cette notion d'évaluation de la probabilité clinique face à un patient qui va venir avec une douleur thoracique. Oui, donc effectivement, ça c'est dans on va dire, le démarrage de la démarche diagnostique, et donc de proposer d'accompagner les cliniciens que nous sommes pour avoir une démarche la plus organisée possible et dans la réalisation de l'examen de première intention ou des examens de première intention. Et cette évaluation du risque, avec les limites qu'elle a, sont un élément nouveau dans les recommandations et on pense une aide importante pour le clinicien. Oui, certainement. On le fait, on l'a toujours fait intuitivement, Monsieur Jourdain, mais là c'est spécifié et je crois que c'est un point important. Ce qui sera important, c'est que ce soit mis en œuvre. Exact. Alors, on a aussi une notion peut-être importante. On nous parle de 50% d'ANOCA et ou d'INOCA. Donc, alors effectivement, c'est un point important, un des aspects importants de ces recommandations, c'est d'insister sur le fait qu'on peut avoir ce qu'on appelle de l'angor ou de l'ischémie sans que pour autant on ait de maladies coronaires obstructives identifiées. Et le point important de ces recommandations, c'est de dire que ce n'est pas parce que la coronarographie est normale ou le coroscanner est normal qu'on doit nécessairement s'arrêter là et imaginer que c'est dans la tête du patient ou que c'est un autre problème. Cette pathologie existe, elle représente un pourcentage qui pour aujourd'hui reste quand même à préciser, mais c'est une proportion de patients extrêmement importante. Il faut l'avoir en tête et être prêt pour un certain nombre de vos patients pour lesquels vous êtes en échec diagnostique, d'être en capacité de leur proposer un examen qui certes est invasif, et c'est une des difficultés. Aujourd'hui, on n'a pas d'examen non invasif très pertinent. Donc c'est un examen qui est invasif, mais qui va permettre de répondre à la question qui est posée. Alors pour préciser les choses, ANOCA, c'est angor, INOCA, c'est ischémie. Alors, on parle d'examen, de tests qui nous aident à faire le diagnostic. L'épreuve d'effort a été clairement downgradée dans ces... Oui, c'est-à-dire que l'épreuve d'effort ne fait pas partie des examens de première intention. C'est-à-dire on a deux démarches qui sont proposées. Sur le risque faible et intermédiaire, c'est de proposer le coroscanner de première intention. Et pour les patients à plus haut risque, quand la maladie coronaire elle est plus ou moins connue et qui en est déjà dans une démarche où on cherche plutôt éventuellement une idée d'aller vers la revascularisation, c'est de faire des examens à la recherche d'une ischémie et avec une valeur de localisation, c'est-à-dire donc les examens de type scintigraphie ou PET, enfin en tout cas des examens ou échographie de stress, mais des examens avec une valeur de localisation. Traitement médical, les antithrombotiques, ils sont toujours au cœur du problème, c'est le cas de le dire. Oui, alors ça fait partie d'un incontournable de la prise en charge du patient avec une maladie coronaire, avec quand même des éléments nouveaux, c'est-à-dire plutôt d'aller en général vers un allègement du traitement, en tout cas au-delà de la première année, d'aller vers une forme d'allègement en général. De proposer aussi en monothérapie le clopidogrel sur le long terme, comme on va dire une solution un peu entre les deux, encore une fois, grâce aux données dont on dispose, et la même chose un petit peu pour la triple anticoagulation, enfin la combinaison des anticoagulants et des antibloquétaires, d'aller vers quelque chose qui soit plus léger, et en tout cas pour prévenir un des points importants qui est le risque, on va dire le risque hémorragique. Est-ce qu'il y a une place qui reste, après un an bien sûr, chez les patients qui doivent être anticoagulés pour l'association anticoagulant antiplaquettaire au long cours? Oui, il reste, encore une fois, pour les patients les plus hauts risques, oui, il reste bien sûr une place, mais avec
Donc ça c'est bien précisé dans les guidelines, vous verrez, les recommandations sont extrêmement détaillées. On rentrera pas dans le détail, mais effectivement, il reste une place. Et donc, à chaque fois, on a essayé de préciser, de faire des propositions qui permettent de guider le plus précisément possible le clinicien. En 2 mots, Colchicine, oui, non, c'est un grade 2A. C'est un grade 2A, donc c'est pour tenir compte des études qui existent dans la littérature. Bien sûr, il faut garder en tête la sécurité d'utilisation ou la praticité d'utilisation, mais c'est en tout cas une option qui est offerte aux cliniciens d'utilisation pour un certain nombre de nos patients. On comprend bien que l'implémentation de ce type de traitement n'est pas forcément évident, mais le grade 2A correspond aux évidences et donc c'est pour ça que ce type de recommandation a été faite. Dernier point, non des moindres, mais qu'on ne va pas pouvoir développer tant il est important. Revascularisation. Oui, alors revascularisation, bien sûr, c'est un domaine important. On a réinsisté, grâce aux méta-analyses, sur le fait que la revascularisation pouvait améliorer le pronostic de nos patients, notamment sur la mortalité cardiovasculaire. Et on a précisé un certain nombre de points donc, qui me tiennent particulièrement à cœur dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. C'est la nécessité pour les patients qui ont des lésions entre 40 et 90% d'utiliser les techniques de mesure de pression endocoronaire, telles que la FFR, l'IFR ou d'autres. Ça, c'est un point extrêmement important. Et le cardiologue doit exiger que ces examens soient faits par son cardiologue interventionnel. Deuxièmement, lorsqu'une angioplastie doit être réalisée dans des lésions à risque, que ce soit le tronc commun, les bifurcations ou les lésions longues, on recommande, avec une recommandation élevée 1A, d'utiliser l'imagerie endocoronaire, que ce soit l'IVUS ou l'OCT. Et enfin, pour les lésions du tronc commun, l'angioplastie est équivalente à la chirurgie à partir du moment où le syntaxe score est inférieur à 22. Syntaxe score inférieur à 22, ça veut dire lésions du tronc commun isolées, y compris les lésions du tronc distal, et ou éventuellement associées à la lésion d'une autre artère. Donc à partir du moment où on a un tronc plus une lésion isolée, on est en légitimité de proposer une revascularisation par angioplastie à partir du moment où cette revascularisation sera complète. Voilà. C'est un tour rapide, mais c'est un tour d'un document particulièrement important. Il va falloir convaincre nos autorités pour la FFR, il va falloir convaincre nos autorités pour l'imagerie endocoronaire. Ça fera partie de l'avenir. Merci Eric. Merci beaucoup.